C'est bon? Bon, bah, on va pouvoir commencer. Ça fait bizarre, j'ai un petit Larsen, mais bon. Tout petit. Bon, alors, est-ce que vous êtes fatigué? Non? Non? Qui va travailler lundi? Oula. Bon, ben, dernière question. Est-ce que vous avez été content de Devoxx et vous avez appris énormément de choses du point de vue technique? Énormément? Bon, bah, c'est super. Alors, je vais commencer par un petit disclaimer. Donc, tout ce que je vais dire, bon, on peut se représenter, on peut se retrouver dans tout ce que je vais dire. Donc, il faut pas mal le prendre, hein. Malheureusement, c'est possible que vous retrouviez des problématiques que vous avez rencontrées régulièrement. Voilà, c'est en toute objectivité. Alors, vous allez recommencer à travailler lundi sur des applications qui existent. Qui ne travaille pas sur des applications existantes? Qui travaille sur des applications existantes? Ah oui, d'accord. Donc je comprends un petit peu pourquoi vous êtes venus. Alors, tout d'abord, pourquoi parler de legacy? Je vous fais un petit résumé rapide. Donc on va parler de legacy parce que vous avez levé la main. Les applications existantes, il y en a énormément. Donc ça, c'est clair que il y en a partout. Ensuite, vous avez dû reprendre, certainement, des applications qui ont été développées par des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, avec des bonnes ou des mauvaises pratiques, et vous travaillez tous les jours dessus. Donc, parfois, c'est assez frustrant de retrouver des situations, on ne voudrait pas se retrouver sur certaines situations, tout simplement. Moi, ce que je vais vous proposer dans cette session, c'est vous dire comment on peut améliorer les choses. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je suis François Astine, je travaille au sein de SOAT, je dirige le pôle expertise Java. Ça fait un petit peu plus de 10 ans que je travaille dans les applications Java. Bon, j'ai commencé par COBOL, donc le legacy, j'en ai mangé un petit peu. Je suis architecte applicatif, donc j'interviens chez les clients pour travailler, pour mettre en place des nouvelles solutions, mais à la fois pour optimiser des solutions existantes. Voilà. J'ai une devise que j'essaie de respecter tout le temps, c'est la simplicité, c'est la sophistication ultime. Ça a été dit par quelqu'un en fait qui est pas trop connu, qui s'appelle Léonard de Vinci, et c'était entre 1452 et 1519. Donc voilà, ça date d'un petit moment déjà. Alors, mais pourquoi vous proposez ce terme Pimp My Legacy? Ça peut sembler quand même assez ahurissant. On pourrait se dire, c'est comme Tron Legacy. Bon, il y a 2 films qui sont sortis, forcément. Un ancien, un récent. Ou alors, c'est une nouvelle émission de télé. Ça, c'est... voilà, on améliore les choses, on essaie de faire des applications qui sont géniales. Bon, c'est pas une émission de télé, ça c'est clair. Quand vous commencez les applications Legacy, il faut se remettre dans le contexte. Il ne faut pas oublier une petite chose, on va reparler d'histoire un petit peu. Parce que pour faire les choses correctes actuellement, il faut comprendre ce qui a été fait dans le passé. Alors, les premiers ordinateurs datent de 1940. Donc ça fait un petit moment qu'on écrit des applications pour les machines. Ça, c'est certain. Mais pour faire des applications, il faut des langages. Là, vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Mais nous, on va plus se focaliser sur Java. Parce qu'on est à Devoxx, tout simplement. Donc, nous sommes JDK 1.0, ça a été fait en 1996, il y a 16 ans. Donc les premières applications Java datent de 16 ans, il y a 16 ans. Il y a quand même tout un tas de choses qui ont été faites. On va reprendre un petit peu d'histoire, ça va très vite. JDK 1.1, 97, j'en passais des meilleurs. Java 4, 2002. D'ailleurs, qui développe des applications en Java 4? Il y a une minorité. C'est 2002. Voilà, ça fait un petit moment, ça fait 10 ans. Quand j'ai commencé, tout simplement. Ensuite, Java 5, 2004. Qui fait du Java 5? Une majorité. Qui fait du Java 6? Une grande majorité. Donc c'est bien, vous faites des applications avec un langage qui date d'il y a 6 ans. Donc voilà, vous reprenez, vous êtes
potentiellement, vous pouvez reprendre ce genre d'application d'il y a 6 ans. 6 ans, à l'échelle de l'informatique, c'est énorme. Donc, bon, malheureusement et heureusement, Java 6 est apparu. 2011, Java 7. Qui fait du Java 7, ici? Une personne. Ah oui. Donc, vous voyez, Java 7, langage assez version assez récente de Java. Une personne le fait dans la salle. Donc, vous voyez que le legacy a quand même un certain degré de pénétration dans le monde de l'entreprise. Ça, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Alors, on oublie souvent une chose quand on fait des applications, c'est qu'on travaille avec des clients. Les clients, voilà. Il faut comprendre que veut le client pour des applications. Alors c'est un petit peu brut ce que je vais dire, mais bon, voilà. Alors il veut que son application ne coûte pas cher. Ce qui est logique, hein, quand vous achetez une voiture, vous voulez qu'elle roule, et pas vous payer une Ferrari. C'est logique. Ajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc c'est le terme pimp, hein, voilà. Ajouter beaucoup de fonctionnalités durant la vie de l'application. Parce que les applications vivent. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, il veut toutes ces évolutions pour hier. Oui, oui, quand on veut quelque chose, on le veut le plus rapidement possible. Hein. Et, chose la plus importante, nous sommes développeurs. Nous faisons des applications. Mais la chose la plus importante, c'est que c'est utilisé. Il y a des utilisateurs derrière. Des personnes qui ne connaissent pas forcément l'informatique. Donc, on ne veut pas perturber ces personnes-là. Parce que qui dit perturber un utilisateur dit le frustrer dans certains cas. Donc on veut vraiment rester ISO fonctionnalité et garder les mêmes interfaces ou certaines choses, tout en améliorant les choses derrière. Je vous propose une solution. Modifier l'espace-temps pour essayer de faire tout ce qu'on veut faire, pour toutes les améliorations le plus rapidement possible. C'est aussi possible en travaillant 24 heures sur 24, mais ça, bon, la législation l'interdit, sauf dans certains pays. Ou alors, négocier avec le client pour rajouter des fonctionnalités ou pour améliorer les choses du point de vue technique. Ça, c'est possible. Maintenant, la négociation avec le client, pour négocier avec le client, il faut apporter des preuves. Il faut lui dire, voilà, pourquoi, qu'est-ce que ça va lui apporter, l'amélioration de ses applications. Donc ça, on y viendra par la suite. Alors moi, ce que je vous propose, c'est ne faisons rien. Ça fonctionne déjà comme ça. C'est déjà pas mal. Hein. Donc vous voyez, la tour de Pise, finalement, on l'a jamais changée, on n'a jamais essayé de la redresser. Parce que, elle était belle comme ça, donc c'est pas mal, on va la laisser comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi, je vous propose de s'arrêter là. Donc, oui, on va rien faire. Et ça peut être pas mal parce que si on veut pas faire évoluer les choses, ça bougera pas. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va s'arrêter là, je pense. Ça suffit. Vous avez des questions? Pardon? La tour de Pise penche plus, je suis d'accord, elle penche de plus en plus d'ailleurs. Ils sont en train d'essayer d'améliorer les choses, mais il y a les fondations toujours. C'est assez dur, c'est assez dur. Pardon? Si on rajoutait un étage, malheureusement, elle pencherait encore plus. Voilà. On ne peut pas trop changer cette application. Voilà, je parle de la tour de Pise, c'est une application, voilà. Ça a été fait par des architectes à l'époque, qui n'ont pas forcément pensé à tout. À toutes les contraintes, à tous les socles, toutes les contraintes physiques. Et le socle n'était pas forcément stable. Voilà. Alors, ne faisons rien? Non. Non. On peut toujours améliorer les choses. Ça, c'est certain. Alors, améliorer les choses, pour améliorer les choses, il faut négocier avec le client, comme toujours. Ça, il ne faut pas oublier ça. Le développeur seul ne peut pas prendre le risque de faire des choses de son côté pour mettre en péril une application. Ça, c'est impossible. Parce que derrière, comme on dit souvent, pendant les travaux, la vente continue. Donc ça, c'est une phrase assez intéressante. Ça veut dire que on rajoute de la fonctionnalité, on ne peut pas faire améliorer techniquement l'application en même temps. Ou alors on peut le faire, il y a certaines techniques qui permettent de le faire. Donc ça, encore une fois, on y viendra par la suite.
Donc l'amélioration est toujours possible. Après, trop d'amélioration tue l'amélioration. Ça, c'est aussi important. Alors, c'est bien beau, je vous dis l'amélioration est possible, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer au final? Eh bien, dans un premier temps, la stabilité. Vous voyez la tour de Pise, là? Elle penchait bien. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est la redresser. Ou alors, pouvoir rajouter des étages. Ou alors, rajouter tout un tas de choses. Donc, pour rajouter de la stabilité, il y a énormément de choses à faire. La stabilité, vous avez plusieurs types de stabilité. La stabilité du code, l'évolution dans le temps, parce qu'on fait des applications, on fait du code, on produit du code. Le code, ça fait partie de la construction. Ça fait partie intégrante de la construction. Et donc, si on n'améliore pas son code, on n'aura pas forcément de stabilité, on ne pourra pas rajouter de choses très rapidement dans le temps. Rajouter des choses très rapidement. Encore mieux que ça. Comment on définirait une bonne application de nos jours? Il y a quelqu'un qui a dit, et je le rejoins totalement sur ce qu'il a dit, une bonne application, c'est une application qui, dans le temps, si on rajoute une fonctionnalité, ou si on fait une modification, c'est linéaire dans le temps. On ne veut pas arriver dans des principes d'entropie, où on va avoir des temps de modification d'application qui n'arrêtent pas d'évoluer dans le temps, où on va se dire, je veux rajouter une fonctionnalité, mais ça va coûter trop cher. Parfois, le client va se dire, mais c'est quoi cette application? J'arrive pas à la modifier, mais ça me coûte une fortune pour la modifier. Donc ça, c'est une stabilité du code. Donc ça, c'est une fonction très importante. Ensuite, on veut pouvoir changer de certains comportements. Alors, bien sûr, tous les exemples ici, c'est basé sur des applications de gestion. Tout ce qui est industrie, c'est totalement différent. Enfin, voilà. Mais on peut se rejoindre sur certains points. Donc ce que veut, c'est pouvoir changer certaines briques. Au final, quand on fait des applications, c'est du Lego. On veut changer certaines briques. Un principe, une fonction peut être remplacée par une autre très rapidement. Voilà, le principe de stabilité dans le temps. Ensuite, autre point assez important, les performances. Qui a déjà pesté contre des applications qui étaient très lentes ici? Beaucoup de monde. Donc, la performance, c'est une chose à prendre en compte dans le cycle de vie de l'application. C'est quand même, pour le confort utilisateur, c'est assez important. Et puis pour nous aussi, développeurs, on aime bien avoir des choses, c'est toujours mieux de conduire une Ferrari que de conduire une Twingo. Voilà. Ensuite, troisième point, n'oublions pas que tous les programmes que l'on écrit vont sur des plateformes de production. Souvent, on oublie cette notion-là. Et quand on écrit du code, on veut pouvoir l'exploiter. On veut pouvoir exploiter ce code. L'exploiter pour la production. Parce que nous, développeurs, on travaille pendant les heures ouvrées, mais l'application à 22 heures, elle peut tomber. Ou alors il peut y avoir des problèmes de performance. Moi je me rappellerai toujours, un jour ce qui m'est arrivé, je pars le vendredi en week-end, vers 18h, et l'application, une énorme application, qui est utilisée par énormément de monde, est tombée à 18h35. Résultat des courses, pas de business pendant tout le week-end. Malheureusement, les équipes de monitoring, parce qu'on travaille ensemble, dans l'IT, on est tous ensemble normalement. Les équipes de monitoring n'avaient pas surveillé ce que j'avais demandé de surveiller, tout simplement. Des choses bêtes, Prenons l'espace du disque dur. Qui a déjà eu des file system full ici? Ouais, c'est un grand classique. Finalement, les grands classiques, ça fait toujours du bien de se les faire rappeler. Un file system full, qui a déjà eu un table space full? Ouais, toujours, des grands classiques. Et voilà, toutes ces problématiques-là, c'est des problématiques d'exploitation. Donc ça, prenons en compte l'exploitation, disons-nous que nous ne sommes pas seuls. Je ne veux pas vous déprimer, ça c'est sûr. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, le confort de l'utilisateur. L'utilisateur aime bien avoir des choses simples,
des choses performantes. Dire voilà, tout le monde n'est pas ingénieur en informatique, hein, et quand un ingénieur en informatique déploie des applications, parfois, on peut tomber dans les travers de la complexité. Revenons à la première phrase que je disais, faire simple, c'est compliqué. Donc voilà, le confort de l'utilisateur, c'est quand même primordial, parce que c'est lui qui va utiliser nos applications. Alors, existe-t-il une recette magique pour améliorer tout ça, d'après vous? Qui a déjà lu des livres qui avaient trait à ce sujet? D'accord. Il n'y a pas beaucoup de littérature quand même. Alors, qui dit qu'il existe des recettes magiques? Qui lève la main? Eh bien, vous avez raison. Hop. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique. C'est impossible. C'est impossible. Parce que chaque application qui a été développée a ses propres problématiques. Et ça, malheureusement, ces bonnes pratiques sont basées sur l'expérience. Et pour apporter des bonnes pratiques, il n'y a que l'expérience qui parle. Typiquement, monitorer une base de données, ça doit être, quand on commence à développer, on n'y pense pas tout le temps. Monitorer la JVM, parce que j'ai travaillé sur les performances d'application, c'est pas toujours évident, il faut comprendre les choses. Et donc tout ça, mis bout à bout, c'est très important. Alors, je vais quand même vous donner une petite recette, les différents points que je peux partager avec vous. Alors, j'ai pris le principe des lignes du métro de Paris. Hein. Voilà. La ligne 1, la règle numéro 1, par rapport aux applications qu'on peut retrouver quand on arrive chez le client ou quand on reprend des applications, c'est la règle la plus importante. Tout ce qui a été fait, ça a le mérite de fonctionner. Bien ou pas bien, c'est un autre problème. Ce qu'on est obligé de faire, c'est de rester humble par rapport au code qui a été mis en place, par rapport à ce qui a été développé. Il ne faut pas oublier les contraintes de l'époque. Dans certains cas, il n'y avait pas forcément des outils adaptés. Certaines personnes n'avaient pas les compétences pour faire des programmes optimisés. C'est toujours un problème. Mais par contre, l'humilité, chez les développeurs, c'est une énorme qualité. Ne jamais cracher, dire voilà, ce programme c'est de la merde. C'est de la merde, parfois oui, mais le problème c'est que on travaille avec. Alors on n'a pas toujours le choix. Voilà. Pourquoi on n'a pas toujours le choix? Parce que sur certains projets, typiquement, on peut arriver sur des problématiques où on a du mal à retrouver les codes sources. Qui a déjà travaillé sur une application qui n'avait plus de code source? D'accord, c'est quand même pas bien. Et les documentations associées, c'est toujours pas toujours évident à retrouver. Donc les codes sources quand même, depuis un petit moment, depuis 1998, CVS est apparu. Maintenant, il faut quand même mettre les codes au bon endroit. J'ai vu sur certains projets des codes sources qui étaient envoyés par email, qui étaient copiés qui était juste sur le poste du développeur, qui n'était pas sauvegardé. Et après, vous arrivez sur certains projets, vous dites waouh, c'est quand même assez embêtant. Donc, première règle, utiliser des gestionnaires de sources. Maintenant, avec Git, c'est de plus en plus facile de travailler ces problématiques-là. Ensuite, quand on ne sait pas où l'on va, il faut une carte pour se guider. C'est toujours la même problématique. Quand on vous demande d'ajouter une fonctionnalité, il faut connaître les impacts de la modification qu'on va pouvoir effectuer et de trouver les chemins critiques de modification possibles. Donc ça, c'est pas forcément évident. Quand vous n'avez pas de documentation, quand vous n'avez pas de document d'architecture, quand vous ne savez pas où sont stockées les sources, quelles sont les notions de package, etc., parfois vous vous retrouvez tout seul face à une modification que vous devez faire. Donc c'est vraiment, dans beaucoup de cas, c'est assez navrant, mais on arrive à ces cas-là. Donc qui a déjà eu des applications où il n'y avait aucune documentation, rien du tout? Voilà, ok, d'accord. Alors, ça arrive malheureusement régulièrement. À minima, une Javadoc, ça peut être intéressant.
Donc vous me rassurez pas là en fait. Ça, malheureusement, c'est une Javadoc à minima, ça peut être intéressant de l'avoir. Encore à minima, documenter vos codes sources. Enfin, c'est une règle, on est en 2012, ça devrait être natif, enfin, ça devrait être vraiment, tout le monde devrait y penser à la base. Au moins, documenter les interfaces qui sont publiques. Peut-être pas tout ce qui est en interne, mais bon, après, voilà, il faut vraiment penser à ses collègues qui vont arriver sur les projets et qui vont se dire, voilà, bah, j'arrive sur le projet, j'ai rien, donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant. Hein. Faut penser aux autres. Encore une fois, la générosité. Donc l'humilité, la générosité, c'est quand même pas mal. Donc on arrive aux règles de base. C'est bizarre, ça me fait penser à des règles humaines, et pas forcément techniques. Ensuite, autre point, assez intéressant, quand vous arrivez sur certains codes sources, bah vous ajoutez des fonctionnalités, donc des fonctionnalités du métier. Et certaines personnes se disent, voilà, le métier et la technique, bon, bah, on fait un mix des deux, et puis ben voilà, je rajoute du code très technique dans du code métier, je fais des choses très compliquées dans le code métier, qui sont techniques. Bah, l'huile et l'eau, ça se mélange pas trop normalement, enfin, il faut bien séparer ces deux concepts. Le code métier, bah, c'est la valeur, c'est ce qui va être mis en place pour le client. Et le code technique, prenons l'exemple de log. Typiquement, loguer des appels méthodes, ça peut être intéressant. Les performances, savoir combien de temps on passe dans une méthode, ça peut être intéressant. Bah, pour ça, il y a des mécanismes, il y a des principes de programmation qui existent depuis un petit moment déjà. Prenons l'exemple de l'AOP. Voilà, qui connaît l'AOP ici ? Bien, ah ça c'est super. Donc l'AOP, ça permet vraiment de séparer toutes ces problématiques, que ce soit des problématiques transactionnelles, donc des appels bases, des problématiques de monitoring, des problématiques diverses et variées, des problématiques de sécurité, tout un tas de choses. Donc vraiment séparer les concepts. Technique, métier. Le métier, bon bah voilà, c'est ce que voit le client. La technique, ça peut être ajouté après, dans certains cas. Ah oui, ça c'est intéressant. Avant de réinventer un framework, regardez s'il n'en existe pas un. Je parle... bon là, c'est un jour, on m'avait demandé d'optimiser les performances d'une application. Et à l'époque, je connaissais pas EHCache. C'était il y a un petit moment déjà. Donc il n'y avait pas beaucoup de communauté, il n'y avait pas tellement de choses. J'ai réécrit EHCache, et puis un jour, quelqu'un m'a dit « Mais c'est bien ce que tu as fait, mais tu as réécrit quelque chose qui existait déjà. Tu as réinventé la roue. » Alors, c'est vrai que réinventer la roue, c'est pas tellement pratique. Donc il faut avoir demandé à des collègues, avant de réécrire quelque chose, demander si certaines choses n'existent pas. Bon, ça m'est arrivé une autre fois, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, rajouter des métriques sur la performance. Moi j'ai réinventé quelque chose qui existait encore une fois déjà. Donc ça, s'il vous plaît, demandez. Il n'y a pas de honte à demander à ses collègues pour savoir si des frameworks existent ou pas. Ça c'est clair, hein, il n'y a aucune honte. Donc voilà. Mais il ne faut jamais réinventer quelque chose qui existe. Pourquoi ? Parce que les frameworks ont été développés pour des experts. Et par des experts. Pour nous développeurs. Derrière, ce qu'il se passe, c'est que ces frameworks sont maintenus. C'est pas à nous de les maintenir. Ça, c'est franchement assez embêtant de maintenir quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ces frameworks sont pérennes dans le temps. Vous pouvez changer de société et partir avec la connaissance d'un framework. C'est ce qui m'est arrivé. Bon, voilà. Ces frameworks, prenons l'exemple de Spring, évoluent dans le temps. On rajoute énormément de fonctionnalités. Bien sûr, il n'y a pas que Spring, hein, il y en a tout un tas d'autres. Il y en a pléthore. D'ailleurs, c'est un problème de Java, il y a trop de frameworks qui font tous la même chose dans certains cas. Donc voilà. Donc regardez ce qui existe. Et puis pour un client, ce qui est important, ça coûte moins cher. Et il prend le produit sur étagère et il travaille avec. Voilà. Ça, c'est toujours intéressant. Ensuite, autre point. Une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait une modification dans le code, et qui avait attrait à la base de données.
j'étais incapable de retourner en arrière. De dire voilà, ben, je me suis trompé, je vais faire un retour arrière. Alors bien entendu, c'était une erreur de ma part parce que les bases n'étaient pas sauvegardées, etc. Mais bon, dans le temps, quand vous avez des gros sites de prise de commande, vous faites des modifications, il faut toujours penser à se dire, voilà, la modification que j'ai effectuée sur l'application existante, parce que parfois vous ne savez pas toujours ce que vous modifiez normalement. Hein. Enfin, normalement c'est pas possible, mais vous ne savez pas toujours ce que vous allez modifier. Donc, ce qu'il faut, c'est de pouvoir être capable de revenir en arrière. Alors il y a une technique qui est somme toute assez simple. Bah, vous rajoutez juste un flag dans votre code. Vous faites, si le flag est présent, vous faites ça. Sinon, vous faites ça. Ah oui, vous allez me dire, c'est qui pense que c'est très très sale? Oui, c'est très très sale. Mais seulement, quand vous êtes en prod et que vous appelez l'astreinte, et que l'astreinte est appelée à 2 heures du matin, vous n'êtes pas là pour redéployer une nouvelle application. Donc parfois, le flag, c'est très bien. Vous dites juste à la personne, bah, s'il y a le moindre problème, vous changez le flag, et puis vous revenez sur le fonctionnement nominal. Donc ça c'est des bonnes pratiques à adopter. Donc voilà, moi ça m'est arrivé plein de fois, et ça peut être intéressant. Ou alors, d'autres possibilités, vous dites, bah, s'il y a le moindre problème, vous revenez sur une version antérieure, mais, attention, vous pouvez perdre de la fonctionnalité. Donc le client parfois préfère perdre, perdre beaucoup de fonctionnalités lors d'un déploiement, ça peut être assez embêtant. Parce qu'on produit de la fonctionnalité encore une fois. Donc voilà. Ensuite, revenons sur les problématiques de framework. Bah, les frameworks ont été créés pour nous simplifier la vie et pas pour nous la complexifier. Alors j'entends par là, pour utiliser des frameworks, il faut les connaître. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, on n'est pas au monde d'Harry Potter, c'est pas possible, on fait de l'informatique. Donc ces frameworks, il faut vraiment s'en servir. Un framework fait une chose. Maintenant, j'ai vu dans certains cas des personnes qui utilisaient du CGlib. Bon, qui utilise CGlib ici? Oui. Du CGlib, pour jouer pour générer du code métier, ça pouvait être très intéressant. Ça, voilà, j'ai eu l'occasion de le voir. Maintenant, ce n'est pas faute. Il pensait bien faire, mais à un moment, il faut rester pragmatique. Voilà, c'est les frameworks, faut les connaître, faut s'en servir pour le bon use case. Vous prenez un Hibernate, vous en servez pour faire de l'ORM, hein, voilà. Vous en servez, il y a d'autres frameworks qui font à peu près la même chose. Ouais. Donc il faut s'approprier les frameworks et ne pas essayer d'aller aux limites de certaines choses, ou alors de jouer aux apprentis sorciers en utilisant des choses qui manipulent du bytecode, ou alors faire de la concurrence dans certains cas. Parce que la concurrence, bon, c'est bien beau, c'est super, super, mais bon là, ça peut être embêtant de les utiliser parce que c'est très dangereux. Et les compétences, il y en a très peu. Très peu, c'est très très compliqué. Donc essayons d'utiliser au mieux ces outils-là, qui nous simplifient la vie. Ligne 8, Ballard-Créteil. Maîtriser le build. C'est une chose, en fait, on se rend de plus en plus compte que, mon expérience prouve que les personnes qui ne maîtrisent pas leur build ne maîtrisent pas totalement leur application. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer dans le temps. Qui dit maîtrise du build dit génération des binaires qu'on va livrer à la production. Qui a déjà livré des applications en faisant sous Eclipse un clic droit Generate AR ou Generatoire? Oui. Bon, je suppose qu'on vous a demandé de faire comme ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ne pas être obligé de faire ça. Nous sommes en 2012. Pour créer des applications, les builder, il y a beaucoup de choses qui existent et qui permettent de simplifier les choses et de les automatiser. L'automatisation, c'est quand même la clé du succès. Hein. Ne pas avoir quelqu'un derrière sa machine qui doit faire clic droit générer, c'est assez intéressant. Alors je suis pas dogmatique, hein, que ce soit un bash, un make, un script Ant, un script Maven. Si c'est automatisé, c'est déjà bien. Maintenant, c'est vrai que gérer les artefacts avec Maven, c'est quand même plus simple.
gérer les pommes avec Maven, ça enlève énormément de complexité. Maven ou Gradle, hein, parce que ça se vaut. Et il y en a d'autres qui existent. Maintenant, Ant, ça fonctionne. Bah, ça fonctionne depuis un petit moment déjà. EasyAnt fonctionne aussi très très bien. Donc, maîtrisons notre build dans ce cas-là. Donc, je vais te poser la question. Donc, les clics 3 générés, qui utilise des Ant pour générer? D'accord. Et qui a pensé à passer de Ant à Maven? Bah, les mêmes. Donc, c'est vrai que bah, c'est fait, ça simplifie énormément la vie et c'est beaucoup moins verbeux. Parce que chaque ligne de code qu'on écrit est potentiellement maintenable. Que ce soit du code source ou alors du scripting de construction de AR ou d'artefacts ou de binaires ou de ce que vous voulez. Hein. C'est Java, .NET, c'est pareil. Ou d'autres langages. Hein. Ce que je vous disais, c'est chaque ligne écrite, que ce soit du script shell ou autre, doit être maintenue dans le temps. Et il y a une étude qui montre que chaque ligne qui est modifiée dans le temps coûte 60 $ à modifier. C'est bizarre ça, mais ça coûte une sacrée fortune. Donc essayons de simplifier les outils de construction. Et et industrions les choses. Voilà. Un terme que j'aime bien, donc simplifions les choses, mais on peut vite tomber dans des travers. Donc dans tout ce que je vous ai présenté auparavant, il y a des moyens d'optimiser les choses. Mais il faut vraiment éviter de tomber dans le fashion-oriented architecture. Alors je m'explique. On est à Devoxx. J'ai vu des présentations sur Ceylon, Kotlin, etc. Super. Super. Je trouve que ces technologies sont géniales. Mais le problème, c'est que c'est fashion et le mettre sur des applications, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas qui utilise du Scala ici sur des applications legacy ou qui a mis ça en place. Personne. Donc ça, c'est vrai que dans l'informatique, on veut souvent essayer d'améliorer les choses, dans les applications legacy en tout cas, mais on peut vite tomber dans les travers, des travers assez vicieux. Rajouter du MongoDB. Qui a utilisé MongoDB ? Dernièrement, j'ai un ami qui a mis du MongoDB et il est revenu vite sur MongoDB parce qu'il a benché et puis c'était Oracle était aussi rapide que MongoDB sur ses use cases. Donc il s'était fait plaisir et puis après il s'est dit ouais mais voilà, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas vraiment de compétences sur cet outillage. Qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez compris. Utiliser des librairies fashion, utiliser des outils fashion à la mode, c'est quand même assez dangereux. Parce que les personnes qui vont maintenir ça, elles vont pas toujours comprendre ce qu'elles font. Donc c'est une arme à double tranchant. Maintenant, je dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, parce que derrière, si on n'utilise pas ces outils, si on ne les utilise pas, un jour il n'y en aura plus, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Il faut vraiment faire attention et utiliser le bon outil au bon moment. Ça, mine de rien, c'est le rôle des architectes, je pense, de choisir les outils qui vont être pérennes dans le temps. C'est pas toujours le cas parce qu'il faut vraiment être en veille technologique permanente. Et la veille technologique, ça oblige de l'investissement. Donc c'est vrai que certaines personnes vont vraiment tomber dans ces travers-là de fashion-oriented architecture. Ça, je l'ai vu plein de fois, je peux vous dire, j'ai essayé de vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser certains frameworks. Certains frameworks comme Guava sont intéressants. Ça simplifie énormément la vie. Dernièrement, j'ai mis en place un projet où on a utilisé Lombok. Je suis tombé dans le fashion, mais qu'est-ce qu'on a gagné comme temps? Ça, c'est certain. Il y a des personnes qui pourront vous dire, voilà, c'est tellement simple, ça enlève toute la complexité, ça enlève du sucre technique, ça enlève du code, c'est génial. On a aussi utilisé d'autres frameworks. Voilà. Utiliser Spring, on sait que Spring 3.1, c'est quand même des frameworks pérennes, ce sont des frameworks pérennes. Maintenant, s'aventurer dans de nouveaux langages, c'est assez embêtant. Ça peut mener à l'échec de projet. Qui a déjà vécu un échec de projet à cause d'un mauvais choix technique? Voilà.
Bon ben, j'ai mis en place et j'ai jeté un projet de 700 000 euros avec un mauvais choix technique à la base. Donc j'étais pas à l'origine du choix, hein, je vous rassure tout de suite. Donc ça peut mener à l'échec des projets. Donc ça c'est vraiment embêtant. Donc ne pas se faire plaisir. Restons pragmatiques, que ce soit dans le développement ou dans le choix des frameworks. C'est toujours le même problématique. Maintenant, l'autre problématique, c'est parfois on peut choisir des frameworks en pensant qu'ils sont très performants. Et on veut faire du code super performant en utilisant vraiment des tricks en programmation, pas mal de choses. Bah, c'est assez embêtant parce que il y a une personne qui s'appelle Donald Knuth. Qui connaît Donald Knuth ici? Quand même pas mal de monde. Qui dit que il faut pas penser à l'optimisation prématurée. Il dit que c'est pas bien. Je peux vous dire, là je l'ai mis en pratique, j'ai travaillé sur les performances de gros sites de voyage et on se rend compte que c'est totalement vrai. Parfois faire du code simple, c'est plus performant que du code vraiment optimisé qui ne va pas évoluer dans le temps ou alors qui est lié à une architecture spécifique, qui est relié intimement à certains frameworks. Les machines changent, les architectures processeurs changent. Les JVM changent, mais les JVM sont super intelligentes. Quand vous regardez certaines présentations, notamment celle de Rémi Forax, vous vous rendez compte que la JVM, c'est une machine très intelligente, qui optimise les choses mieux que n'importe qui. Et qui est maintenue aussi. Et qu'il ne faut pas maintenir. Voilà, c'est toujours la même problématique. Quand on a des besoins d'industrie, ou dans l'industrie où on veut vraiment du temps réel, on veut vraiment optimiser les choses, prenons l'exemple du framework Emacs, qui gère des millions de transactions par seconde. Là, oui, du code optimisé, il faut faire du code optimisé. Maintenant, pour les applications de gestion, c'est pas forcément nécessaire parce que c'est pas l'application qui va être lente. C'est parfois l'accès à la base, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment des problématiques assez embêtantes. Et quand on arrive à il faut pas penser en premier lieu, mais il faut toujours avoir une notion de performance. Dire voilà, on va pas appeler 1 million de fois la même méthode. Après, c'est toujours, encore une fois, des problématiques de monitoring. On va pas penser en premier temps, mais on va se dire, on veut voir qu'est-ce qui se passe dans le temps. C'est vraiment le problème numéro 1 des performances. Ce sont des équipes vraiment spécialisées qui s'occupent des performances au final. Et qui vont vous dire, voilà, il vaudrait mieux que tu écrives ce programme de telle façon pour qu'il soit un petit peu plus performant. Il faut s'appuyer sur des équipes vraiment spécialisées et qui savent ce qui se passe dans la JVM et qui connaissent le fonctionnement de la JVM, qui se disent, voilà, cet objet-là, on l'a N fois, on peut optimiser, voilà, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, c'est un métier. L'optimisation, c'est vraiment un métier. Et j'ai travaillé avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Je peux vous dire que parfois, c'est assez costaud. Mais bon, voilà. Alors, règle numéro 11, ce qui fait la valeur d'une société, ce sont ses données et son savoir-faire. Alors, je ne remets pas en cause les sociétés, rien du tout, ça c'est certain. Mais ce qu'il faut, c'est... Moi, il y a une personne assez âgée qui m'a dit un jour, si ça marche mal dans ta société, on va arriver à un BAO. Vous connaissez le terme BAO? C'est un bordel assisté par ordinateur. Donc, avant de concevoir des systèmes, des cathédrales dans les nuages, parfois, il faut comprendre le métier du client. Et si vous avez des domaines, des spécialités, par exemple dans la finance ou autre chose, vous pouvez remettre en cause certains choix, certaines choses qui ont été demandées. On remarque d'ailleurs que dans pas mal de cas, certains informaticiens connaissent mieux le métier que les utilisateurs et que la personne qui a demandé le produit. Et alors ça, c'est un réel problème. Parce que le client perd la main mise, il perd ses connaissances. Voilà, il perd son savoir-faire au profit de l'IT. Alors il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est un énorme problème. Alors, je vais essayer de faire un petit peu court parce qu'on est tous fatigués là. Donc,
en conclusion, moi ce que je retire, c'est, voilà, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a vraiment pas de choses miraculeuses à faire. Utilisons les bons frameworks au bon moment pour améliorer les choses. Mais qui fait les applications? Ce sont nous. Nous faisons les applications. Les développeurs font les applications. Et ça, il faut peut-être renommer en fait le titre de cette présentation. C'est plus Pimp My Legacy, c'est améliorer l'humain dans certains cas. Et vraiment, travailler avec des experts, ça permet vraiment d'améliorer les choses et de s'améliorer soi-même et d'apprendre au contact de ces personnes. Ensuite, vous me dites oui, mais je travaille tout seul, c'est pas forcément évident. Mais il y a quand même des communautés qui existent qui permettent de s'améliorer. Prenons l'exemple du Paris Jug. Ils ont fait des Vox, quoi. C'est quand même assez énorme. Donc, allons au Paris Jug pour s'améliorer, pour voir un petit peu ce qui existe, qu'est-ce qui va sortir, quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Voilà, c'est quand même l'humain qui compte avant tout. Donc, pimp l'humain, quoi, pimp my developer, quoi. C'est la prochaine étape. Voilà. Donc, il reste un petit peu de temps, donc je pense qu'on peut prendre des questions par rapport à ce qui a été dit. Oui. Oui. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je les ai pas dites volontairement. Parce que je suis parti vraiment du point de vue très technique. C'est pas vraiment... Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tester. Je suis d'accord. Mais voilà. Est-ce que sur ton application est testé actuellement? TDD. Sur du legacy. Tu as rajouté au-dessus du legacy du TDD. Après, c'est un choix de certaines sociétés qui ne veulent pas investir dans du test, qui veulent dire voilà, et j'ai vu dans certains cas malheureusement, mais je suis d'accord avec toi, c'est un point super important. Je l'ai pas mis, mais bon, voilà, il y a d'autres points qui manquent, c'est certain. Mais tester, en 2012 sur des applications, moi c'est ce que je fais. D'ailleurs, même pire que ça, c'est avant de modifier, je pense qu'il faut tester. Il faut pouvoir tester pour reproduire le problème. Voilà, reproduire les problèmes, et ça, bien entendu, hein, bien entendu. D'autres questions? Oui. Qui a envie d'être le prochain développeur COBOL? Eh ben, pourquoi rester dans le legacy? J'ai du mal à répondre à cette question. Oui. Oui, tu peux pas tout redévelopper. Au bout d'un moment, tu finis forcément par te retrouver dans du legacy, même si tu as commencé par quelque chose de neuf. À moins de changer de boîte tous les ans. Oui, et je te dirais même plus que ça. Tu peux très bien partir en start-up, travailler sur des produits innovants, entre guillemets. Pourquoi pas? Maintenant, c'est vrai que le marché est tel que les applications legacy sont partout. Et je te dirais même pire, tu me dis pourquoi pas faire du COBOL? Mais pour moi, Java, c'est le COBOL. Bientôt, ça va devenir comme le COBOL. Hein, il faut pas se leurrer. C'est l'évolution naturelle. Voilà. Maintenant, il y a des langages qui sont toujours là. Le C, voilà, tu peux toujours. Oui, mais il faut améliorer les choses toujours. Enfin, niveau humain. Mais il faut améliorer l'humain, bien sûr. Mais tu peux t'améliorer, toi, développeur, tu peux t'améliorer tout en travaillant sur du legacy. C'est plus dur que le contraire, mais tu peux très bien apporter, tu as beaucoup de choses à apporter en t'améliorant toi à ton client. Tu peux lui apporter énormément de choses. Maintenant, si le client ne veut pas s'améliorer ou améliorer ses applications, c'est un choix. On n'a rien à dire sur ce choix. On peut très bien ne pas être d'accord, mais c'est le choix final. Mais il faut vraiment essayer d'améliorer les choses continuellement. Et toi, t'améliorer, c'est pour toi demain. Voilà, c'est ça le truc.
tu te vois aujourd'hui, mais moi demain, Java, je pourrais très bien faire du Ceylon ou du Kotlin. Il n'y a pas de problème. Après, il faut t'améliorer toi. Oui. Si le client ne veut pas améliorer ses applis, c'est lui qui a le choix final. Oui. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Oui. Parce que c'est quand même nous qui avons les mains dans les merdes. Je suis d'accord. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire, même sans que le client soit au courant. Tu peux très bien mettre ça en place. Maintenant, c'est vrai que au détriment d'autres choses. Alors, c'est vrai que tu peux gonfler tes chiffrages sur des ajouts de fonctionnalités et prendre en compte l'amélioration dans certains chiffrages de fonctionnalités. C'est possible. Mais il faut... On doit discuter avec le client, Oui. de lui faire comprendre Mhm. que du temps passé, ça va lui améliorer les choses. Oui. Et il y a certaines choses, si on voit que vraiment on n'arrive pas à faire passer auprès du client, il y a quand même des moyens de faire de l'amélioration. Alors évidemment, Il y a moyen. un gros refactoring Oui. qui va changer toute l'appli. Mais... Et petit à petit, à chaque fois qu'on passe sur une classe, on Oui. peut faire une petite modif, un petit extract méthode, un machin qui va rendre la classe plus Bien entendu. pour le suivant. Et ça, Hmm. on n'a pas besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. T'as pas forcément besoin de demander l'autorisation, mais dès que tu fais une modification, c'est ce que disait la personne tout à l'heure, hein, test, test, test. Il faut valider qu'il n'y a pas de régression et valider que ce que tu modifies va toujours fonctionner dans le temps. Et faire du refactoring, ça coûte. Enfin, voilà. D'un autre côté, si on fait du refactoring, a priori, c'est parce qu'on a touché déjà la classe. Normalement, oui. On Mais tu vois. a utilisé à refactorer un truc sur lequel on n'a même pas besoin d'aller regarder. Ah, mais moi j'ai vu des personnes qui refactoraient tout et n'importe quoi. Et ça fait pas peur. Et il faut faire très attention. Mais je suis d'accord, hein, ça. Et c'est nous qui avons qui avons les problèmes. Oui. Juste nuancer les propos sur le fait d'essayer de s'améliorer sur le legacy. Oui. Pour un profil junior, alors je parle peut-être que de notre cas, Mhm. par exemple, qui veut faire du TDD, Oui. il est bien seul sur le legacy, il ne sort pas de nulle part, il sort aussi d'une équipe qui n'a pas forcément la mentalité de se dire que je vais essayer de faire des refacteurs à petits pas. Ouais. C'est toujours des chantiers Big Bang et j'attends d'avoir le budget incroyable et je vais passer 200 jours dessus. Je caricature peut-être, Oui, oui. peut-être du généralisme du cas. En gros, ce que tu dis. Tout ce que je veux dire, Oui. moi j'essaierai tout seul, sachant que je ne connais pas forcément ce que je suis junior, Mhm. pourquoi je me ferais chier entre guillemets à bosser sur du legacy plutôt que d'essayer de partir avec une appli neuve, avec des gens motivés, qui ont la bonne mentalité. Je suis d'accord avec toi. Et revenir plus tard éventuellement avec suffisamment d'expérience. Exactement. Bosser sur du legacy, je veux dire, en tant que junior, c'est juste pas possible. Travailler, oui. Essayer d'apporter des nouvelles pratiques qu'on connaît, qu'on peut apprendre Je suis- en même temps. Oui, oui, oui. On peut pas faire ça. Oui, partir sur des. Mais le junior, typiquement, il faut qu'il parte sur des technos assez actuels, quoi. Ça, c'est certain. Maintenant, le legacy peut lui apporter d'autres choses. Pendant un certain temps, j'ai travaillé sur du COBOL. Hein. J'ai commencé en 2000 sur du COBOL. J'ai appris énormément. Parce que derrière, on a beaucoup de choses à apprendre quand on sort d'école, sur des enfin, pas forcément sur des technos, mais sur des mécanismes, des principes de base de programmation qui sont là, qui sont certes pas forcément super, hein, il n'y a pas forcément de TDD, etc. Mais il faut bien partir d'un bout, quoi. C'est ça le problème. Hein. Et des projets pour les juniors, malheureusement, quand tu sors d'école, il faut bien te placer quelque part pour apprendre. Ce que je disais, c'est que si tu travailles avec des gens intelligents, tu es toujours capable d'apprendre des autres personnes. Même si ce que tu fais, c'est pas forcément passionnant. Tu peux l'apprendre autrement. Tu peux apprendre d'autres choses. Ouais, c'est pas évident, mais quand tu sors d'école, oui, après c'est les expériences, et si t'es déçu d'une expérience, après tu vas dire ah oui, encore une mission pas géniale, etc. Quand on sort d'école, en tout cas, on est peut-être encore assez naïf et on se dit, de toute façon, avant de faire un changement tout seul, je dois m'assurer de rien casser. Oui. Ça, je teste. Oui. Le legacy en général, s'il est bien merdique, ça va prendre 3 jours. Ah ben voire plus. Ah oui. Ça, auprès d'un client, je ne peux pas justifier. Je ne peux pas lui dire, excuse-moi, j'ai passé 3 jours à essayer de tester un truc unitairement, alors que c'est pas possible. Oui, en gros, ce que tu veux, c'est t'as pas de légitimité en sortant de l'école pour proposer des améliorations. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Parce que derrière, t'as pas forcément l'expérience nécessaire, et donc c'est assez embêtant. Maintenant, tu peux
proposer des petites améliorations de ton côté, ou alors réfléchir à comment tu aurais mieux fait les choses. C'est ça le truc, c'est pas travailler sur l'application qui est telle qu'elle est, hein, mais c'est aussi travailler sur toi-même pour dire comment j'aurais amélioré les choses, et demain tu ne reproduiras pas cette même erreur, ou ces mêmes choses. C'est ça qui est intéressant. C'est... Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu. Voilà. Ensuite, ouais. Oui, sinon, tu as parlé de documentation aussi. Ouais. Moi, c'était juste une remarque que je voulais faire, c'est que la documentation, ça évolue en même temps que le code. Et très, 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 très souvent, les développeurs ont tendance à oublier ça. Ouais. Et on fait un petit refactor, un petit machin, un petit truc. La méthode ne fait plus du tout ce qui est marqué dans la Javadoc. Et la Javadoc n'évolue pas. Donc, alors, je parle même pas de la cohérence avec les specs, les choses comme ça, où on se retrouve avec des documents papier qui n'ont rien à voir, mais même au sein même du code, puisque la Javadoc, elle est dans le code, souvent, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dedans. Donc, quelque part, dire, laisser de la Javadoc, oui, ok, si c'est pour expliquer une API, effectivement, au niveau dont on sait qu'elle est stable, mais parfois, j'ai tendance à dire... Ne pas mettre de Javadoc, c'est peut-être mieux qu'avoir une vieille Javadoc qui veut plus rien dire par rapport à ce qu'il y a dans la méthode. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, la Javadoc fait entièrement partie du livrable de base. C'est un livrable comme un autre. Voilà. Ensuite, ce que tu dis, c'est juste. Parfois, ne pas avoir de Javadoc, c'est mieux. D'accord. À condition de bien nommer les choses. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, quand tu as des algorithmes... Par exemple, prenons des algorithmes de trading ou des choses comme ça assez spécifiques. Je préfère avoir l'algorithme en doc, hein, dans le code. C'est toujours intéressant. Surtout quand ça va être utilisé par 200 personnes en tant qu'API. Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier que la Javadoc, ça fait partie intégrante du livrable. Ouais. D'autres questions là-bas ? Alors je ne veux pas vous faire peur, hein, mais parfois c'est l'état des lieux. Maintenant il y a des projets qui commencent où on prend en compte les bonnes pratiques dès le départ. Hein, et on peut apporter les bonnes pratiques sur de l'existant aussi. Oui. Ouais, juste une question concernant la partie performance. Là, je ne me souviens plus, c'était 8 ou 9, où vous avez dit on ne pense pas performance en premier lieu. Oui. Là, vous mettez dans un contexte legacy ou pas, parce que pour moi, la performance doit être prise en compte dès la conception même, parce que si au niveau de la conception, on se loupe sur la performance, ça risque de coûter très cher plus tard pour rattraper. Même si on a des experts derrière qui vont faire du tuning sur la JVM. Oui, mais pas quand tu déploies de la fonctionnalité. Quand tu crées de la fonctionnalité, des fonctionnalités, voilà, de la feature, il faut d'abord que ça fonctionne. On est d'accord. Et ensuite, tu vois après si c'est performant ou pas. Par exemple, prenons l'exemple de Twitter. Twitter, ils n'ont pas pensé performance dès le départ. Ils ont d'abord pensé à leur truc, voilà, on va produire des messages. Ensuite, ils ont mis l'architecture au-dessus. C'est toujours possible. Oui, je suis d'accord pour cet exemple. C'est juste que si on se connaît tous, développeurs, la fonctionnalité, ça marche. Ouais. Ça marche. Bon, voilà, je commute, je dis, le truc, ça marche, c'est bon. Ouais. Après, derrière, s'il n'y a pas un mécanisme bien défini dans l'entreprise, un process pour dire, bon, voilà, ça marche, mais est-ce qu'au niveau performance, c'est bon? Vu qu'on n'en a pas tenu compte au niveau de la conception, ça peut après se retrouver plutôt en prod. C'est vrai que la performance, encore une fois, c'est le pied d'argile des applications. Ça devrait être pris en compte. On devrait avoir prenons de l'intégration continue. On a de l'intégration continue pour voir si ça compile. D'accord ? Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de penser à de la performance continue. Au moins, voir quand tu as modifié quelque chose, est-ce que ça a été modifié, est-ce que tu baisses les performances ou pas? Ou alors tu les améliores, c'est possible. C'est toujours la même problématique. Et ça, c'est pas forcément évident à mettre en place parce que les architectures que tu as sur tes machines de dev ne sont pas forcément les mêmes que celles que tu as en prod. C'est certain. Tu peux avoir un quad-core avec je sais pas combien de gigas de RAM sur ta machine de prod, il n'y aura aucun problème. Alors qu'en dev, tu vas dire oui, c'est peut-être un petit peu pas trop performant. Et c'est ça la grosse problématique. Il faut bencher.
À un moment, il faut dire, voilà, on va prendre une même architecture et puis on va te faire des tests de charge. Mais c'est pas le développeur qui va faire le test de charge, c'est une équipe vraiment spécialisée dans le test de charge, qui va travailler en collaboration avec une équipe qui va voir ce qui s'est passé dans la JVM. Et ça dépend de la grosseur des équipes, hein, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, d'accord, de rien. Oui, je voulais poser une question en fait par rapport à ton discours. En fait, tu t'adresses beaucoup aux développeurs, j'ai l'impression, et pas vraiment, je dirais, aux architectes. C'est-à-dire que, voilà, tu dis en gros aux développeurs soyez meilleurs. Ouais. J'ai envie de dire que c'est vrai qu'on soit sur une architecture ancienne ou nouvelle. Oui. Ça ne concerne pas forcément le legacy. Et moi, j'avoue que j'étais venu pour avoir des exemples concrets, on va dire, de migration de vieille architecture vers quelque chose de plus récent. Donc je ne sais pas si tu as des exemples concrets. Je peux t'en parler après. D'accord. Je peux t'en parler après, mais ces exemples-là, malheureusement, publiquement, je peux pas. Voilà. Mais j'en ai pas mal. C'est fini. Bon en tout cas, qui vient à Devoxx France l'année prochaine? Qui a été content de Devoxx en règle générale? Bon super, on risque de se voir l'année prochaine. Et merci à tous. Merci.